À 7 ans, ils font la taille d'un fusil debout. Après quoi, c'est fini. Ils sont la cible d'une vengeance qui mène à la mort. Plus d'enfance, plus de vie normale. C'est le Jakmarie, la dette de sang, une loi parmi tant d'autres écrites dans le Kanun, cet ensemble de lois moyenâgeuses qui, encore de nos jours, régit plusieurs aspects de la vie en société albanaise. D'après le Jakmarie, si un membre de votre clan est déshonoré ou tué, il faut le venger par l'assassinat d'un membre du clan de l'assassin. Le Jakmarie concerne tous les hommes d'un clan, enfants comme adultes, et cela sur 7 générations. Un enfant peut donc être tué au nom d'un crime commis bien avant sa naissance. Cette loi, venue d'une toute autre époque, pourrait nous sembler très lointaine. Pourtant, elle est bien plus répandue que ce que l'on peut croire. En effet, on considère qu'elle concerne en majeure partie les Albanais habitant le nord du pays, notamment la ville de Shkodra. Cependant, les victimes, cherchant à fuir l'éventuelle vengeance, se sont déplacées dans d'autres villes, voire d'autres pays si elles en avaient la possibilité. Et le Jakmarie a suivi. C'est pourquoi de nos jours, on ne peut plus limiter ce problème au nord, au sud, à l'ouest, comme on a parfois envie de le faire. Certes, la géographie confine le Jakmarie dans un territoire précis. Cependant, les victimes de ce dernier dépassent toute forme de frontière. D'après le Kanun, un enfant ne peut être tué avant l'âge de 15 ou 16 ans. Cependant, les interprétations de ce dernier ont évolué avec la fin du communisme dans les années 90. Et depuis, on dénombre plusieurs enfants victimes de la vendetta albanaise. D'après la mairie de Shkodra, en 2008, 900 enfants habitant la ville de Shkodra étaient de près ou de loin affectés par cette dette de sang. Mais permettez-moi une autre approche. En Albanie, la notion de famille est très éloignée de la nôtre. En effet, une famille peut avoir en moyenne entre 50 et 60 membres. Par conséquent, une famille victime du Jakmarie peut vouloir dire que 20 à 30 hommes sont touchés à la fois. Cela, à mon avis, explique bien mieux que tout chiffre l'étendue du problème et pourquoi l'on considère aujourd'hui qu'environ un tiers de la population serait affecté par celui-ci. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, trouve-t-on écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous demande, comment l'Albanie peut-elle se référer à celle-ci quand des enfants restent enfermés, cloîtrés chez eux, parce qu'ils sont tenus responsables de crimes qu'ils n'ont pas commis? Des enfants qui vivent dans la peur d'une vengeance qui peut frapper à tout moment et qui, pour cela, restent enfermés chez eux dans l'espoir d'échapper à cette vengeance. Des enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'ils ont peur de se faire tuer sur le chemin. Pietri a 24 ans. Ses journées se résument en un aller-retour constant entre les 2 pièces qui forment sa maison. Quand tu restes enfermé, c'est comme si tu étais mort, nous confie-t-il. Alfred, lui, a 13 ans. Il ne va pas à l'école. Il passe ses journées chez lui, depuis 5 ans. Ainsi, ce jeune garçon a passé la moitié de sa vie emmuré vivant. Seul garçon de sa famille, il constitue la cible idéale, car sa mort mettrait tout simplement fin à sa descendance. Ces jeunes, ainsi que toutes les victimes de la dette de sang, on les appelle des emmurés. Des jeunes qui s'enferment chez eux dans l'espoir d'échapper à cette vengeance sordide. Il existe d'ailleurs en Albanie un quartier des emmurés, né il y a 15 ans, après la fin du communisme. Un quartier de forteresse, de murs, de maisons entourées de murs érigés à la va-vite et surmontés de tessons de bouteilles, censés protéger les victimes de la mort. Certaines personnes, osant franchir le pas de leur porte, le danger à leur trousse, ne rentrent plus jamais. C'est le cas de Zef,
Zef était un jeune garçon qui avait décidé de sortir de sa prison après 7 ans d'enfermement. 10 minutes plus tard, le Jack Malieh l'avait retrouvé. C'est un isolement des plus cruels que subissent ces jeunes, qui ne peuvent avoir accès à l'école ou avoir des amis. Le sentiment de désespoir et de frustration prennent le dessus sur toute autre forme de pensée. Et à long terme, ils peuvent même se développer en dépression chronique. Ils n'ont aucun avenir. En Albanie, si une famille n'a plus d'hommes, la femme peut prêter le serment des vierges. Elle adopte alors un nom masculin, revêt les vêtements de son mari défunt et devient un homme aux yeux de toute la société. Et oui, mesdames et messieurs, le Qanun prévoit même quoi faire dans le cas où une famille serait à court d'hommes. Actuellement, il existerait en Albanie 4 femmes ayant prêté ce serment, signe que cette pratique se fait de plus en plus rare. Cependant, les femmes subissent le sort de la dette de sang de bien d'autres façons. Les hommes étant contraints de vivre enfermés, c'est à elles de faire bouillir la marmite. Et puis, il n'y a pas que les mères de famille qui subissent ce sort. Les sœurs aussi. Pouvez-vous imaginer un instant la douleur de voir leur propre frère isolé, impuissant face au Jack Malieh, duquel il n'y a que très peu de façons d'échapper? Et puis, qui voudrait épouser une fille dont la famille baigne dans la dette de sang? Ce serait du suicide. Alors, je me suis demandé, qu'a-t-il été fait dans le beau pays des aigles pour remédier à cette situation? Tout d'abord, j'ai appris que le Qanun lui-même prévoit la possibilité d'échapper à ces meurtres sauvages. En effet, il prévoit la possibilité d'une réconciliation qui se ferait entre les hommes du clan de l'assassin et ceux de la victime, qui accordent le pardon, en présence d'un sage, généralement un prêtre ou un moufti. Une fois que le pardon est donné, on scelle un accord, la grande bessa, et on ne peut plus revenir sur sa décision. C'est une question d'honneur. Malheureusement, j'ai aussi appris que cette solution n'était pas la plus appropriée pour remédier à la dette de sang. En effet, non seulement les sommes d'argent compensatoires demandées aux victimes sont démentielles, mais il existe aussi de petits comités qui exploitent les victimes pour se faire de l'argent. Certes, un comité de réconciliation, organisme officiel, a bien été mis en place, mais il peine à se faire entendre. Et si cette tentative échoue, ai-je alors pensé, le peuple albanais peut-il se tourner vers la justice officielle? C'est Bukuria qui a répondu à ma question. Bukuria est une mère de famille qui a prêté le serment des vierges. Elle l'a fait pour pouvoir venger son mari et enfin exécuter son meurtrier. Pourquoi? Car comme beaucoup d'Albanais, elle considère que l'État est inefficace quand il en vient à punir les fautifs. On constate donc clairement un manque de confiance de la part des Albanais envers leur propre État. Et il serait peut-être temps que ce dernier leur interdise fermement d'avoir recours au Qanun pour résoudre des questions d'honneur. Enfin, il existe des hommes et des femmes, albanaises et étrangers, des gens comme vous et moi, qui luttent jour après jour contre cette situation. C'est le cas du prêtre Dritan Proy, lui-même victime de la dette de sang. Il aura fallu attendre son assassinat en 2010 pour enfin accélérer la prise de conscience de la communauté internationale et des Albanais. Pour la première fois, les médias ont fait appel aux jeunes emmurés qui sont allés témoigner de leur situation, la tête haute, mais le visage masqué. La peur, mesdames et messieurs, reste toujours la plus forte. C'est aussi le cas de sœur Christina, qui agit contre le Jack Malieh. Elle accueille dans son couvent les jeunes emmurés pour leur offrir quelques instants de liberté et de normalité tant espérés. Et elle leur montre que bien que le danger soit réel, ils ont toujours le choix de s'opposer au Qanun et de sortir de leur isolement. C'est ainsi que cette année, elle a accompagné plusieurs jeunes, dont Ardit, enfermés pendant 5 ans, et Christian, emmuré pendant 16 ans, pour qu'ils aillent délivrer au pape Benoît XVI un livre dans lequel ils ont tous consigné leur abjuration du Qanun au nom de leur foi. Ils ont depuis trouvé un allié en l'Église catholique qui a décidé d'excommunier tout catholique ayant recours au Jack Malieh.
Je ne pourrais moi-même vous proposer de nouvelles solutions. Comme vous pouvez le voir, des efforts sont déjà entrepris. Si ce n'est que l'on devrait accorder plus d'importance à la scolarisation de ces enfants qui sont marginalisés par la dette de sang et qui ne peuvent avoir accès aux bancs de l'école comme leurs camarades. Malheureusement, et malgré tous ces efforts, la dette de sang reste une réalité pour beaucoup trop de familles. Il est donc essentiel de continuer cette lutte avec plus d'insistance. Insistez, mesdames et messieurs, insistez tant qu'il le faudra. C'est ainsi que l'on peut espérer qu'un jour, les familles victimes de la vendetta puissent sortir de chez elles sans avoir à craindre le bruit éventuel d'un coup de fusil. Mesdames et messieurs, je suis ici aujourd'hui pour plaider une cause. Cette cause, j'ai tenu à vous en parler. Vous en parler, non pas pour porter jugement sur une pratique qui ne m'appartient pas, mais pour vous exposer une réalité. Cette réalité, ce n'est pas à moi de la changer, mais au peuple albanais. Car sans la volonté du peuple, on a beau s'insurger, on ne pourra jamais leur imposer un changement. Mais c'est ici que je considère que la force de la parole peut faire voir sa vraie valeur. La parole de ces jeunes Albanais qui ont osé user de leur voix au risque d'y perdre leur vie m'a permis d'être ici aujourd'hui et de vous parler de leur volonté de changement. C'est donc avec honneur que je prête ma voix à Ardit, à Christian, à Alfred, à Pietri, ainsi qu'à tous les jeunes auxquels on a soutiré le droit à une vie normale au nom de l'honneur. Ces voix méritent plus que tout d'être entendues. Il est important d'épauler les nouvelles générations qui souhaitent faire de l'Albanie un pays libéré du Jakmarie, un pays où l'on ne doit plus cacher des enfants parce qu'ils font la taille d'un fusil debout.